Non, c'est bon, je suis de retour. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, chères mesdames et messieurs, chers participants et participantes. Euh, Au nom du directeur pays de Pathfinder, donc en l'occurrence de monsieur le docteur Bruno Ki, nous avons le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Donc, votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement et de votre volonté de faire face aux défis qui nous concernent tous et tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dont le thème principal de ce webinaire, c'est le renforcement de la qualité de l'offre de soins dans des endroits à fort défi sécuritaire, donc notamment le partage d'expérience du cas du tutorat clinique et de la supervision délocalisée, qui est une expérience qui a été implémentée par Pathfinder. Nous allons vous demander, chers participants et participantes, de basculer juste en bas de ce webinaire aura une interprétation en anglais et en français. Donc, je vais demander à tous les participants qui sont connectés d'aller juste en bas de votre écran. Vous allez voir une icône sous forme de globe où c'est mis interprétation. Donc, vous cliquez là-bas et vous sélectionnez le canal français pour pouvoir permettre au service de la traduction de pouvoir délivrer le message conformément aux communications qui vont bien sûr se dérouler dans les quelques minutes. Donc, euh, je, je répète, juste en bas de votre écran, vous allez voir l'icône où c'est écrit interprétation avec icône de globe. Voilà. Donc, si vous cliquez sur ça, vous allez voir français et anglais. Donc, j'invite tout le monde à sélectionner l'icône français pour permettre au service de traduction de pouvoir euh, nous assurer une très bonne traduction. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
OK, merci à tous pour cela. Alors, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, en tout cas, d'accueillir des personnalités pour l'animation de ce webinaire. Et la première personnalité que je voudrais, en tout cas, vous présenter, qui va assurer la police du webinaire tout au long, c'est à la personne du docteur Moussa Diodouari. Alors, donc, c'est un médecin de santé publique qui a plus de 33 ans d'expérience professionnelle dans le système de santé burkinabé. Donc, il a occupé plusieurs postes de responsabilité stratégique. Parmi tant d'autres, on peut citer, il a été notamment le chef de service de la santé de la femme, de l'homme et des personnes âgées au ministère de la Santé depuis 2016. Par ailleurs, il a également été chargé de programme maternité à moindre risque, coordonnateur national de lutte contre les stomoses, directeur régional de la santé du Nord, médecin-chef des districts dans les localités de Saponé et de Zorgo. Il a par ailleurs également assumé des fonctions de consultance à l'endroit des directions centraux pour le ministère de la Santé. Son engagement s'est vraiment illustré au niveau international avec notamment euh, le poste qu'il a assuré en tant que représentant résident de Population Média Center au Burkina Faso. Également, notre modérateur du jour est également très bien connu sur le plan scientifique, avec plusieurs études publiées dans des revues et des participations à des multiples congrès. En témoigne également un des ouvrages publiés en 2016 qui discute sur les questions de qualité des soins et des services de santé. Je voudrais en tout cas demander à tous les participants de souhaiter chaleureusement à travers des likes, des pouces, la bienvenue à notre cher modérateur du jour. Alors, comment la session va se dérouler à proprement parler? Donc, déjà, on commence avec une session d'introduction par rapport à ce webinaire. Donc, ensuite, le modérateur va prendre la gestion de ce webinaire pour son mot de bienvenue et situer le contexte par rapport à ce webinaire. Ensuite, suivra une présentation de notre expert panéliste du jour, à la personne de Dr Denis Bouini, donc qui va nous entretenir sur les deux sujets capitaux du jour. Et ensuite, nous allons recueillir des témoignages des bénéficiaires qui ont été acteurs de mise en œuvre au premier plan de ces différentes interventions-là sur le terrain. Après ça, ces témoignages, s'en suivra la phase des questions-réponses et nous allons conclure, bien sûr, la session. Donc, sur ce, j'aimerais toujours rappeler qu'il y a une traduction qui est disponible et merci également à l'équipe globale également de nous avoir facilité tout le process. Donc, n'oubliez pas d'aller sur le canal interprétation, cliquez sur le lien français pour permettre à la traduction de pouvoir jouer pleinement son rôle. Donc, sur ce, nous allons inviter le docteur Moussa Dadouari à bien vouloir prendre la parole. Bonjour à tout le monde, bonjour Zotiandé, merci beaucoup et bienvenue à tous dans ce webinaire, comme annoncé, sur les approches de renforcement de la qualité de l'offre des soins dans les zones à défi sécuritaire. Il faut dire que ce sont des approches innovantes qui ont été expérimentées par Pathfinder et on va suivre pour savoir de quoi il s'agit. Déjà au niveau du Burkina, avec la situation de défi sécuritaire, puisqu'avec le terrorisme, il y a des formations sanitaires qui sont en arrêt de fonctionnement, d'autres fonctionnent à minima, il y a des déplacements massifs de population, donc il faut trouver de nouvelles stratégies pour pouvoir offrir des soins de qualité. Et au niveau national, nous avions déjà le mentorat qui consiste à ce que une personne très expérimentée aille passer quelques jours avec une personne nouvellement sortie de l'école de santé ou en tout cas qui a besoin de perfectionnement dans un domaine donné. Alors, période de défi sécuritaire, cela est difficile puisque pour se rendre dans certains endroits, c'est presque impossible. Nous avons également utilisé des accoucheuses villageoises puisque nous savons que en
il y a des formations sanitaires qui sont en arrêt de fonctionnement. Donc, il faut bien que les populations qui sont dans ces zones puissent bénéficier d'un minimum de soins. Et c'est là où on a choisi des femmes qui sont dans la communauté. Elles ont été formées pour faire des accouchements hygiéniques. Nous avons également développé ce qu'on appelle le dispositif minimum d'urgence en santé de la reproduction. Donc, en période difficile, lorsqu'il y a une catastrophe, comme le terrorisme, on développe ce qu'on appelle le dispositif minimum d'urgence en santé de la reproduction. Donc, c'est la santé de la reproduction, mais en version restreinte. Donc, c'est juste les fonctions qui sont essentielles qui doivent être mises en œuvre. Alors, supervision difficile. Alors, Pathfinder a trouvé la stratégie sous forme de supervision délocalisée. Mentorat difficile à mettre en œuvre dans ces zones. Donc, Pathfinder a trouvé également l'alternative pour faire le tutorat sur site. Donc, nous allons écouter notre expert de Pathfinder, qui s'appelle le docteur Denis Bognini. Il est gynécologue obstétricien. Il a d'abord servi au centre hospitalier régional de Fada-Ngourman, ensuite à la maternité de Boromo, où il a été nommé responsable de santé de la reproduction. Donc, actuellement, il est conseiller auprès de Pathfinder en matière de PF, planification familiale et soins après avortement. Donc, il a deux présentations à faire, le tutorat clinique et la supervision délocalisée. Donc, je lui passe la parole pour nous dire en quoi consistent ces deux approches innovantes. Merci. Bognini. Merci, docteur Dadouari, pour cette introduction aussi modeste qu'elle en soit pour ma personne. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager avec l'assistance nos approches pour le renforcement de la qualité des soins offerts aux patients dans des endroits difficiles d'accès. Apparemment, l'appellation a un peu changé. Il paraît qu'on ne dit plus des endroits à fort défi sécuritaire, mais des zones d'accès difficiles. Donc, on retient déjà que c'est des zones d'accès difficiles. Alors, il s'agira ici de montrer un peu le processus que nous avons utilisé pour ce qui concerne le tutorat clinique et également donc pour la supervision délocalisée. Diapo. Dia- Alors, pour ce qui est de du tutorat clinique, dans quel contexte, bien sûr, cela a pu être mis en œuvre? Déjà, d'entrée de jeu, il faut savoir que le projet Sauver la vie est un projet qui vient en appui donc au ministère de la Santé pour l'accompagner à travers donc le renforcement du système de santé et l'offre de soins aux populations. Alors, comme l'a dit docteur Dayouari, déjà le ministère même en lui-même déjà met en œuvre certaines stratégies, notamment le mentorat depuis 2013. Et ce programme de mentorat est accompagné par plusieurs partenaires, dont Pathfinder International. Et bien sûr, avec la situation sécuritaire qui prévaut actuellement, il y a certaines zones qui sont vraiment inaccessibles. Et bon, Pathfinder a décidé bien sûr de faire le mentorat autrement. Appelé tutorat clinique sur site, ce modèle combine pédagogie, management et socialisation entre prestataires, tous résidant donc dans la même zone et dans le même aire sanitaire. Diapo. En définition, que pouvons-nous dire du tutorat? Le tutorat, pour nous, est l'ensemble des activités mises en œuvre par des professionnels en situation de travail en vue de contribuer à la production ou à la transformation des compétences professionnelles. Cela voudrait dire de créer une relation formative entre un professionnel plus expérimenté, qu'on appelle ici le tutorat, et un apprenant, une personne en apprentissage, le tutoré, ou encore des tutorés parce qu'il peut en être plusieurs. Le tuteur et le tutoré résident tous dans la même formation sanitaire. Alors ici, je vais faire un petit détour sur ce tutorat en disant qu'ici, ça vise essentiellement trois fonctions. La fonction pédagogique ici concerne le tuteur qui en lui-même va donner des connaissances à quelqu'un qui est en tout cas d'un gradient inférieur et cela lui permettra lui-même de grandir. La fonction managériale avec le tutorat, on arrive donc à
perfectionner l'organisation de leurs services. Et également, du côté social, il y a un lien qui se crée entre ces deux personnes et également entre eux et la communauté. Diapo. Alors, pour nous, qui peut être tuteur ou qui peut être tutoré? Alors, notre système de santé, en tout cas, a plusieurs acteurs qui y participent, mais pour nous, pour, pour être tuteur, il faut déjà être quelqu'un qui exerce dans une maternité, dans les centres de santé et de promotion sociale. C'est notamment ou de centre médical, d'abord, c'est les médecins, les attachés de santé en soins obstétricaux et néonataux et gynécologiques, les sages-femmes, les magnéticiens, les accoucheuses brevetées, les infirmiers d'État. Et il faut résider, comme je l'ai dit au début, dans la formation sanitaire et être retenu comme formateur, tuteur après la formation des formateurs. Je fais également un pas ici parce que pour déjà arrivé au tutorat, on est passé par plusieurs étapes, dont la formation des formateurs qui a pris 12 jours. Et également au cours de cette formation, non seulement on donne le côté technique, mais également on capacite ces acteurs-là sur l'andragogie. Et c'est ça qui nous permet donc d'aboutir au tutorat. Alors, qui peut être tutoré? C'est tout prestataire intervenant dans les services de maternité. Il faut également avoir pris part à la formation sur site, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et au cours de cette formation, il faut avoir donc un score qui est inférieur à 80, score de compétence qui est inférieur à 90% pendant la formation. Également, au cours du suivi post-formation, un score également inférieur à 90%, ou tout prestataire intervenant dans les formations sanitaires et qui a un besoin d'accompagnement pour une pratique donnée. Alors, je parlais tantôt ici de formation sur site. Alors, c'est un complément à la formation des formateurs qui, à l'issue de leur formation, vont dans les différents districts, forment à leur tour donc les prestataires qui sont dans les formations sanitaires. Et cette formation également est sanctionnée par un score qui les permet de les classer en prestataires maîtrisant la technique avec un score donc qui est supérieur à 90 allant à 100. Pour un score qui est compris entre 90 et 99, on dirait que la personne est compétente. Et lorsque le score est inférieur à 90, bon, la personne est considérée comme non compétente et sera enrôlée donc dans le tutorat. Et également, une personne peut être compétente pendant la formation, mais lors du suivi post-formation, on trouve qu'il a des difficultés même à pratiquer ce qu'il a appris dans la salle. Et cette personne également sera coachée et on verra dans quelle mesure l'accompagner. Et comme je l'ai dit, le dernier, c'est vraiment les cas où les compétences sont demandées par le prestataire lui-même. Diapo. Alors, comment est organisé pratiquement ce tutorat? Comme on le disait déjà, il y a des tests de compétences de base qui sont faits pendant la formation sur site, qui va permettre de classer les prestataires. Il y aura une identification également de ces prestataires qui ont besoin de tutorat sur la validation des compétences, le suivi post-formation et sur expression du besoin même des prestataires. Il y aura un entretien avec les tuteurs pour déterminer les points d'amélioration et le plan de tutorat. Ici, déjà, lorsque la personne a des difficultés sur une pratique donnée, il faut donc s'entretenir avec lui pour voir quelles sont les difficultés qu'il rencontre et comment on peut, dans un laps de temps, pouvoir l'accompagner pour cette pratique-là. À l'issue de cet entretien, une signature d'un document qu'on appelle ici l'entente tutorale sera signée entre le tuteur, le tutoré et le superviseur district qui accompagne cette activité. Et bien sûr, il y aura un accompagnement sur 6 mois, on va dire, mais avec une phase vraiment extensive une phase intense de 3 mois, extensive également à 6 mois selon le niveau de compétence de ce dernier. Et à la fin du tutorat, bien sûr, il y a un rapport qui sera élaboré. Diapo, s'il vous plaît. Alors, après la signature de l'entente mentorale, je le disais tantôt, la durée du tutorat est d'au moins 6 mois consécutifs de suivi avec 3 mois de phase intensive. Et les visites de tutorat se feront donc selon une périodicité mensuelle de 3 jours et selon bien sûr les besoins du tutorat et également de la présence des cas cliniques dans le service. Ici, je reviens. Alors, il s'agit ici d'organiser au cours du mois des séances de tutorat de 3 jours
Et c'est durant ces 3 jours, le tuteur et le tutoré s'accompagnent sur la pratique donc de la procédure qui n'est pas maîtrisée. Et également durant la journée ou durant tout le temps qu'ils font ensemble, s'il y a un cas pratique qui est disponible, le tuteur peut faire appel donc à son tuteur pour l'accompagner et pratiquer devant lui et être évalué. Alors, si le prestataire est toujours non compétent après les 6 mois de suivi, il est soit de nouveau réformé ou bien confié à un autre prestataire parce qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'avec le tuteur avec lequel il est, bon, il n'arrive pas vraiment à le coacher. On peut le confier donc à un autre tuteur. Alors, un tuteur peut accompagner au maximum, comme on le dit, trois tutorés jusqu'à la maîtrise parfaite donc des compétences. Et comme on l'a dit, les séances de tutorat sont également individuelles et par type de prestation. Ici, le tuteur ne prend pas 2 personnes à la fois. C'est une personne suit sa procédure demandée et lorsqu'il finit avec ce dernier, il fait appel à une autre personne. Si le nombre de personnes est assez nombreux, comme j'ai dit, 3, il peut le faire dans la même journée, mais avec des décalages. Il commence avec un premier pendant que les autres sont en train de travailler dans la même formation sanitaire. Lorsqu'il finit avec ce dernier, le second vient. Donc, vous voyez, pratiquement, le service n'est pas arrêté et également la formation est continue. Alors, au cours des séances, les autres aspects professionnels et sociaux sont passés donc en revue, notamment la fraternité entre l'équipe, la gestion même de gestion même de leur service et également tout ce qui se dit dans la communauté et également trouver des solutions pour une bonne fréquentation de leur formation sanitaire. Diapo. Alors, dans quel domaine nous avons pratiqué ce tutorat? Comme je le disais ici, ce tutorat a été conduit sous le couvert donc du projet Sauver la vie, qui avait des thématiques en tout cas à couvrir. C'est notamment la planification familiale sur les volets des méthodes de longue durée d'action et le counseling équilibré plus. Et les méthodes de longue durée d'action, c'est surtout donc les implants, le dispositif intra-utérin à intervalle et le dispositif intra-utérin dans le postpartum immédiat. Pour ce qui concerne les soins d'avortement, notamment on parle ici des soins complets d'avortement qui peut être donc séquencés en 2 parties. C'est les soins après avortement et l'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi au Burkina Faso et qui utilise ici 2 techniques. C'est la méthode chirurgicale et la méthode médicamenteuse. Mais l'accent est plus mis donc sur la méthode chirurgicale, en l'occurrence donc l'aspiration manuelle intra-utérine, qui a en tout cas une longue procédure avec des techniques assez complexes qu'il faut vraiment suivre avec prudence. Alors, pour ce qui est de l'organisation encore de cette activité, comme je le disais tantôt, l'accompagnement se fait sur le terrain avec une grille d'évaluation qui va permettre à la fin de catégoriser les prestataires. Et lorsque, à la fin de la pratique, le prestataire a un score qui est supérieur, qui est égal à 100, on dira que ce prestataire maîtrise la compétence. Par exemple, si on prend le durée d'intervalle, le tuteur va conduire donc va suivre le prestataire qui est en train de faire la pratique. Et à chaque fois, il y a un point qui est donné, soit 1 ou 0, en fonction de la maîtrise de la partie qui est faite. Et à la fin, on génère un score. Et lorsque c'est à 100%, la personne maîtrise la compétence. Lorsque ce score est compris entre 90 et 99, on dira que la personne est compétente, mais peut aussi avoir besoin d'accompagnement s'il le veut jusqu'à la maîtrise de cette compétence. Alors, lorsque le score est inférieur à 90, la personne est non compétente et nécessite un suivi rapproché. C'est là qu'intervient le tutorat. Et les tutorés déclarés compétents selon donc les scores, pourrait également être utilisé pour le transfert de compétences à d'autres personnes. Alors ici, on ne s'est pas arrêté seulement à tutorer les gens et à les laisser. Le tuteur qui a accompagné le tutoré peut juger à la fin que la personne également peut transmettre les compétences à une autre personne. Dans ce cas, s'il y a un nouvel agent qui est arrivé dans la formation sanitaire, même si le tuteur est parti, le tuteur formé peut se charger d'accompagner cette personne. Donc, permanemment, il y aura toujours quelqu'un qui est, en tout cas, apte à donner une méthode donnée. Voilà. Diapo. Alors, pour conduire ce tutorat aussi, bon,
il y a quelques indicateurs également que nous avons jugé bon de pouvoir suivre. Il y a plusieurs indicateurs dans ce tableau-ci qu'on essaie de suivre, en tout cas pour voir à quel niveau sont nos tutorés et qu'est-ce qu'il faut améliorer à chaque étape donnée. Mais les plus collectés à travers donc le logiciel à travers donc Kobo Collect, c'est le nombre de personnes tutorées dans la formation sanitaire qui est collectée. Le nombre de prestataires tutorés au cours du mois également est collecté. Les différents scores que la personne a eus au cours de les séances de tutorat sont également collectés. Et les prestataires compétents dans toutes les prestations également sont notés donc au cours de ce tutorat. Alors, monsieur le modérateur, chers participants, à l'issue de ces 5 années de mise en œuvre du tutorat, nous avons eu en tout cas quelques résultats assez bons que nous voulons partager également ici avec vous. Alors, au total, nous avons eu 152 prestataires qui sont tutorés, notamment c'est des patients, c'est des prestataires qui ont été recrutés en première année du projet, en deuxième année, jusqu'au niveau donc de la 5e année. La particularité au niveau de la 5e année, c'est que c'est des prestataires qui n'ont pas été formés par Pathfinder International. C'est des nouveaux agents affectés dans les formations sanitaires qui avaient en tout cas besoin d'un accompagnement sur la pratique du DUI d'intervalle, du DUI-PP, de l'aspiration manuelle intra-utérine et également de l'insertion d'implants. Alors, certains prestataires ont été tutorés en 3 séances, ça veut dire durant tous les 3 mois, pour pouvoir avoir cette compétence ou la maîtrise de la compétence. D'autres l'ont été en 2 séances, ils avaient déjà cette maîtrise, et d'autres également en une séance. Ici, on va dire ici, par exemple, ceux qui ont été tutorés en une séance, c'est des gens peut-être qui avaient la maîtrise, mais qui ont le trac de pouvoir faire et de peur de commettre des erreurs et qui ont demandé l'assistance donc de leur tuteur. Et pour ce qui est du nombre d'activités de tutorat réalisées, on était autour de 963 séances d'activités réalisées. Et ce graphique-ci nous montre le niveau, la moyenne des acteurs tutorés au cours donc de ces 3 mois. Alors pour la première séance, la, la partie en rose ou en orange, j'allais dire, c'est la partie où les prestataires, à l'issue du premier mois, avaient un score qui est inférieur à 90. Et pour ce qui est de la colonne verte, c'est pour ceux qui avaient un score compris entre 90 et 99. Et en jaune clair, j'allais dire orange, bon, ça, c'était ceux qui avaient donc la maîtrise de la compétence. Donc, lorsque vous suivez ces 3 séances, vous voyez que euh, la, la première barre orange va en diminuant pendant que celui un peu jaune va en montant. Et quand vous regardez également les pourcentages, ça va également en croissant. C'est pour dire qu'au fil des mois, on a une croissance progressive des scores donc de chaque prestataire au cours des séances. Diapo. Alors, cette image ici montre un peu les 4 procédures qui ont été mises en œuvre. La première, c'est au niveau donc de l'AMIO. Quand on regarde à la première séance, ça monte un peu. C'est vrai qu'ici, à la deuxième séance, ça baisse, mais bon, à la fin du troisième mois, on est autour de 94% comme moyenne. Pour ce qui est bien sûr du DIPP, vraiment la courbe est très croissante. Jusqu'à la fin, on a une moyenne de 97%. Et pour ce qui est donc du DUI d'intervalle, également, elle est croissante et pour l'implant également, la courbe est croissante. Donc, pour dire quoi, au début, les gens ont quelques difficultés, mais avec les séances, au fil des séances, ces prestataires acquièrent des compétences qui leur permettent donc de travailler sans même l'appui de leur tuteur. Diapo. Alors, monsieur le modérateur, chers participants, cette activité de tutorat ne s'est pas passée aussi sans difficulté parce qu'au cours donc des séances de tutorat, il fallait avoir en tout cas des prestataires pour pouvoir faire la pratique.
Et c'était vraiment difficile d'avoir pour chaque séance des prestataires. Et lorsqu'on n'a pas de prestataire, on est obligé donc d'utiliser les modèles anatomiques pour faire cette pratique-là. Donc la rareté des cas était un élément capital qui a beaucoup impacté la mise en œuvre de ce tutorat. Également, les contraintes sécuritaires que connaît le pays a également beaucoup impacté la pratique parce que déjà, les formations sanitaires fonctionnaient à minima, c'est-à-dire que les gens viennent travailler dans la matinée et à partir de 16 heures, il n'y a plus de travail dans la formation sanitaire. Donc, même la nuit, il n'y a pas de cas et pas de prestataires pour travailler. Et il y avait carrément l'arrêt complet de certaines formations sanitaires parce que le terrorisme faisant, ils ont arrêté toute activité. Alors, le terrorisme également a ses exigences aussi dans cette zone-là, parce qu'il y a certaines thématiques qui n'étaient pas du tout, il fallait même pas parler de planification familiale, encore moins de soins d'avortement, ou bien même parler d'intuition sécurisée de la grossesse. Donc, cela a limité quand même donc la pratique du tutorat. Quelles quelles leçons avons-nous tirées de cette pratique-là? Alors, certains prestataires, en tout cas, ont trouvé ingénieux de faire des mini-campagnes. C'est-à-dire quoi? Ils programment les séances du tutorat, par exemple, le mois d'août prochain. Ils font une campagne au sein de la communauté pour dire, ah, durant 3 jours, on a une promotion de certaines méthodes de longue durée d'action et pour tous ceux qui en sont dans le besoin peuvent venir. Et ils profitent, donc ils font le counseling. Si les gens sont aptes donc à faire cette pratique et directement le tuteur accompagne son tutoré. Et ça a vraiment réussi dans certaines formations sanitaires. On a également l'engagement de l'équipe cadre du district qu'il faut signaler ici, que je salue en passant. En tout cas, les 18 ou 16 districts que nous avons couverts durant ces 3 ans. Bravo à vous pour l'accompagnement et la réussite donc de cette approche. Diapo. Alors, nous avons aussi jugé que, en tout cas, c'est une pratique assez bonne durant ces 5 ans. On a apprécié, on a vu son importance, on a également vu ce que ça a pu apporter dans nos données de PF ou de soins après avortement ou d'interruption sécurisée de la grossesse, ce que ça a apporté également aux différents prestataires et aux tuteurs et également les indicateurs au niveau de chaque district. Donc, nous avons relevé certains aspects auxquels peut-être si quelqu'un dans la salle ou après ce webinaire désire mettre en œuvre dans cette pratique, c'est des points à prendre en compte pour la réussite. Alors, c'est de pouvoir faire une bonne formation des tuteurs, parce que là aussi, il ne s'agit pas juste de venir réunir les gens, les donner juste quelques aspects et les laisser partir. Cette formation est très capitale et nécessite vraiment une exigence et également un scorage de la pratique. Et ici, je fais une petite mention pour nos acteurs qui ont participé à cette formation parce que elles ont été stressées durant toute la formation. Et il fallait avoir au moins un score de 95% pour pouvoir être déclaré compétent, d'être tuteur et pour aller encadrer une autre personne. Alors, l'autre élément important ici auquel il faut tenir compte, c'est la dotation des formations sanitaires en matériel médico-technique. Rien ne sert de former quelqu'un et de le laisser dans la nature. Parce que si vous le formez, vous ne lui donnez pas de matériel, avec quoi il va aller travailler? Donc ça fait déjà un handicap pour la mise en œuvre de cette pratique-là. Alors, je parlais tantôt ici d'absence de cas pratiques sur le terrain. Il faut également disposer de modèles anatomiques pour pouvoir faire des pratiques au cas où il n'y a pas de clients pour exercer. Et il faut définir une durée précise donc de ce tutorat et également codifier des scores de compétences en fonction de ce que vous voulez faire. J'allais dire ici pour PSLV, on a juste mis ça sur la planification familiale et les soins d'avortement, mais aussi avec d'autres projets de Pathfinder également, nous avons eu à mettre cette pratique en œuvre, notamment en ce qui concerne la SM Mania, dans les zones de Kaya et également dans les zones de Dori. Alors, il faut également, pour nous, faire des mini-campagnes pour la mobilisation des communautaires également pour la pratique de cette activité. Alors, il faut renseigner régulièrement les outils de collecte pour se rassurer, en tout cas, de la qualité du travail que nous faisons et également de la sécurité et des données que nous produisons. Et enfin,
il faut une supervision de l'équipe cadre du district pour montrer aux acteurs qui sont sur le terrain que l'activité qu'on est en train de faire, ce n'est pas juste une activité, mais c'est pour le renforcement du système de santé, pour le bien de ces tuteurs et tutorés et également pour le bien de la communauté qui va bénéficier des soins sécurisés et de qualité. Monsieur le modérateur, chers participants, que pouvons-nous dire en termes de conclusion pour ce qui concerne donc le tutorat? C'est de dire que dans le contexte sécuritaire qui traverse notre pays, avec la réduction des déplacements des agents de santé, comme l'a dit le modérateur au début, le mentorat classique faisait déplacer donc les acteurs d'une région, ça peut même être d'une région d'ailleurs, quelqu'un même à la retraite, vers une formation sanitaire pour accompagner une jeune sage-femme ou un jeune magnéticien qui vient de quitter l'école. Et cela, avec l'insécurité, le déplacement est difficile. Alors, on a besoin de personnes qualifiées et résilientes pour pouvoir donner des soins aux populations qui sont déjà meurtries par l'insécurité. Donc, il faille faire autrement ce tutorat. Donc, nous avons jugé que le tutorat est capital dans ces zones d'accès difficiles. Et non seulement ça permet de maintenir le personnel sur place, de leur donner les compétences nécessaires et de leur donner la confiance qu'il faut pour satisfaire les populations en termes de services de santé. Pour la réussite de cette approche, il faut vraiment la motivation des différents acteurs, notamment les tutorés, parce que aussi lorsque le tuteur n'est pas motivé pour donner la compétence aux apprenants, ça risque de ne pas réussir. Merci, c'est ce que je voulais partager avec vous sur le tutorat clinique. Monsieur le modérateur, je pense qu'on peut enchaîner directement avec la supervision délocalisée. D'accord. Peut-être qu'il faut souffler juste quelques secondes avant de continuer. Donc, mesdames et messieurs, nous venons de voir sur la présentation sur le tutorat clinique. Donc, c'est l'inverse du mentorat. Le mentorat où la personne qui a le plus de compétences se déplace. Donc, dans les zones d'accès difficiles, c'est l'inverse. Mais le tutorer au sein de la formation sanitaire. En fait, on identifie quelqu'un au sein de la formation sanitaire dont on améliore les compétences pour encadrer les autres. D'accord. Bonini, si tu es prêt. Ok, merci, docteur Dagouari, de me donner encore la parole pour parler d'une autre approche que nous avons mise en œuvre. Alors, il s'agit là de la supervision délocalisée également. Et qui dit délocaliser veut dire qu'on quitte d'un autre endroit vers d'un endroit à un autre. Et ici, ce n'est pas de gaieté de cœur vraiment que nous avons mis en œuvre cette activité. Alors, au cours de la mise en œuvre du projet Sauver la vie, on monitore également la dynamique de la situation sécuritaire et au fil du temps, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de formations sanitaires qui étaient fermées à travers donc les 3 régions de couverture du projet. Certaines formations sanitaires étaient vraiment difficiles d'accès. Les équipes cadres de district n'arrivaient pas à se rendre dans ces formations sanitaires. Donc, il était important de voir comment faire pour non seulement accompagner ces acteurs qui sont dans les formations sanitaires inaccessibles et également suivre le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. D'où est né l'esprit de la supervision délocalisée. Diapo. Alors, je pense que j'ai déjà donné le contexte ici. Et depuis 2015, comme on l'a dit, le pays est vraiment confronté à une situation sécuritaire assez difficile, rendant l'accès de certaines formations sanitaires difficile, voire même l'arrêt d'activité de certaines formations sanitaires. Et pour répondre à toutes ces difficultés, le projet Sauver la vie a adopté donc des stratégies de résilience, dont la supervision délocalisée. Diapo. Alors, l'objectif ici, c'est un peu de vous faire le processus que nous avons adopté durant donc ces 2 ans
parce que la supervision délocalisée, comme je l'ai dit, c'est en monitorant donc la situation sécuritaire que nous avons mis en place cette stratégie. Alors, il s'est avéré, par exemple, dans le district de Nouna où ça a commencé, que des formations sanitaires étaient difficiles d'accès. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est de convoquer les acteurs qui sont dans les formations sanitaires vers l'équipe, vers donc les disciples. Parce que ce qu'on avait constaté également en son temps, c'est que les gens qui sont dans les villages où se trouvait l'insécurité arrivaient à se déplacer parce que les gens les connaissaient et on pouvait même les indiquer par où il faut passer pour ne pas tomber sur une situation donnée. Alors, quelle définition pouvons-nous donner de la supervision elle-même? La supervision formative est définie comme un processus d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des agents afin de promouvoir le respect, les normes de pratique, d'assurer la prestation des services de santé de qualité et de soutenir le développement professionnel de ces personnes-là. Donc, vous imaginez un peu des gens qui sont dans un village, mais c'est espèce isolée du district où personne ne les appelle ni les rend visite pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Est-ce qu'ils respectent les normes données par le ministère? C'est compliqué pour que ces gens-là puissent s'améliorer et donner des services de qualité. Alors, Pathfinder a décidé donc de faire ce qu'on appelle la supervision délocalisée, qui consiste à inviter les prestataires qui sont dans les zones d'accès difficiles à se rendre au siège du district pour apprécier la qualité des services qu'ils fournissent. Et comment cela va se faire, on le verra dans le diapo suivant. Alors, pratiquement, comment se fait cette supervision délocalisée? Donc, avant la supervision, déjà, il y a certains aspects qu'il faut tenir compte, qui se fait classiquement dans toute supervision. C'est notamment les TDR, le budget, les copies pour les grilles de supervision, l'information déjà, parce que il faut informer la personne que vous voulez superviser et vous lui donner la date et le lieu Merci, où ça va monsieur se le passer. modérateur, pour la contenu. Le tutorat a été une approche très précise. Alors, pour l'élément capital dont il faut tenir compte également avant la session de supervision, c'est de dire à ces acteurs de faire des prises de vue, faire des photos de qualité, de réaliser des vidéos des prestations qu'ils font dans leur maternité et ils peuvent désigner quelqu'un pour ce cas-ci ou bien carrément le responsable de la maternité peut se charger de faire cela. Parce que c'est très capital pour les images qu'ils vont venir nous montrer pour la suite de l'événement. Alors, pendant cette séance de supervision, alors, c'est l'identification de tout ce qu'il y a comme supervisé. Ça, c'est le district qui va s'en charger. Parce que aussi, il ne faut pas prendre des acteurs qui ne connaissent rien dans des actions de maternité, notamment la planification ou les soins d'avortement. Il faut désigner les personnes vraiment qui sont les acteurs principaux. Et la plupart du temps, c'est notamment les responsables de santé sexuelle et reproductive, accompagnés soit du CIC ou bien en tout cas d'une personne ressource du district. Il faut accueillir et installer ces différentes personnes qui vont quitter de leur formation sanitaire pour venir. Et l'entretien va se faire entre ces acteurs qui sont venus pour la supervision et les supervisés. Et ensuite, on passera en revue tous les documents qu'ils ont amenés. Ça s'appelle le registre d'accouchement, le registre des PF, les registres donc de dépôt MEC, également le registre de soins après avortement, pour apprécier la qualité de l'enregistrement des cas et ça nous permet ici de voir la qualité des données qui ont été donc saisies. Alors, on exploite également les vidéos et les photos que ces acteurs envoient. C'est vrai, les gens diront, est-ce que c'est pas biaisé? Mais néanmoins, ça nous permet de nous rassurer en tout cas de ce qui se fait sur le terrain. Comme quoi, lorsque tu dis à quelqu'un que tu veux le superviser, c'est vrai qu'il va déjà commencer à améliorer certaines choses, mais quand cela ne tienne, il va toujours laisser quelque chose qui va passer sans voir. Donc, c'est important d'avoir ces vidéos et ces photos pour bien apprécier le travail qui est fait sur le terrain. Alors, il faut une grille de supervision qu'on va renseigner donc au cours de cette supervision. Et après avoir fait un entretien tête à tête avec ces supervisés, après avoir passé en revue les outils qu'ils ont amenés, visionner les photos et les vidéos, et il va donc faire un feedback à ces derniers sur les aspects qui sont bien déjà, les féliciter, et ensuite donc procéder à la correction de ce qui n'est pas bien et
pour les permettre donc de repartir avec des recommandations qu'ils vont non seulement répercuter auprès de ceux qui sont restés dans la formation sanitaire et les mettre en pratique. Diapo, s'il vous plaît. Alors, après la phase de supervision, on a donné des recommandations et les supervisés vont se retourner dans les formations sanitaires. Ils vont bien sûr restituer ce qu'ils ont reçu aux acteurs qui sont restés dans les formations sanitaires. Ils vont procéder à la mise en œuvre des recommandations qui sont données et ensemble, ils vont mettre en pratique ce qui leur a été donné comme consigne. Et bien sûr, ceux qui ont conduit cette supervision vont euh, vont élaborer le rapport de supervision et le déposer donc auprès de qui de droit, notamment donc le médecin-chef du district. Diapo. Alors, monsieur le modérateur, chers participants, comme je le disais, c'est juste le processus qu'on a montré, comment ça se fait. On a engrangé en tout cas quelques résultats parce que durant les 2 années où cette approche a pu être mise en place, nous avons pu superviser en l'an 3, 57 formations sanitaires et en l'an 4, 85 formations sanitaires. L'an 2 et l'an 5, nous n'avons pas pu faire cette supervision parce que bon, euh, la situation s'est beaucoup améliorée. Mais bon, quand cela ne tient toujours, on est resté en contact avec les formations sanitaires où l'activité se fait à minima. Donc, comparativement à la supervision sur le site, il n'y a pas match parce que déjà, lorsqu'il est possible d'aller vers les gens, c'est l'idéal vraiment. Donc, pour ce cas, on a pu faire donc 924, mais pour ce qui est donc de la supervision délocalisée, on a pu visiter de façon délocalisée, bien sûr, 142 formations sanitaires. Et ces formations sanitaires sont réparties selon les régions. Et la région qui a le plus eu de cas, c'est la région du Bourg du Monde, actuelle région de Bangui, où on a pu superviser donc 62 formations sanitaires. Déjà, c'est là-bas même que ça a commencé, notamment donc dans le district de Nouna. Pour ce qui est donc de la région du Nord, actuelle région, centre-nord, actuelle région du QLC, on a pu superviser 35 formations sanitaires. Et pour ce qui est de la région du Nord, la région de Yadga, on a pu superviser 52 formations sanitaires. Mesdames et messieurs, pour ce qui est de la suite, bien sûr, nous avons pu, à travers donc la grille de supervision, pu classer ces formations sanitaires selon, bien sûr, leur performance et également selon le type d'activité auquel ils ont été performants. Et lorsqu'on regarde dans l'ensemble et en fonction de la grille de supervision qui leur a été donnée, on a vu que la plupart, pour ne pas dire toutes les formations sanitaires, sont un peu plus au-delà de la moyenne demandée qui est de 75% pour chaque domaine supervisé. Et là où peut-être il a manqué un peu, c'est surtout dans l'organisation des services. Parce que ça a beaucoup fauté, parce que il n'y a pas eu vraiment euh, une bonne organisation des services, notamment pour ce qui est donc des réunions de services. Ce n'était pas régulièrement fait. Pour ce qui est donc de l'affichage des tâches également, c'était pas fait. Et également, même pour les gardes, tout ça, c'était pas bien organisé. Le deuxième élément sur lequel également ce n'était pas très bon également, c'est la prévention des infections également, qui n'était pas aussi très bien fait. Et également le remplissage des outils de collecte. C'est très capital ici parce que lorsqu'on fait un travail et qu'on ne remplit pas correctement ce qu'on fait, il va de soi qu'on vous dit que vous ne travaillez pas bien. Voilà. Vous faites quelque chose, vous ne mettez pas votre nom, on ne sait même pas qui a fait pour l'interpeller. Ça aussi, ce n'est pas bien. Voilà, diapo. Alors, cela aussi ne s'est pas passé sans difficulté, parce que comme on l'a dit, c'est vrai qu'on a engrangé des résultats qui sont assez bien, assez duplicables dans d'autres formations sanitaires si, par malheur, la situation arrivait, on ne souhaite pas. Mais aussi, on a été confronté à certaines difficultés. Alors, bien que les agents qui étaient dans la formation sanitaire peuvent se déplacer de façon, bon, pas dire assez bien,
parce qu'ils étaient connus par ces terroristes qui étaient donc sur ces zones-là. Il les indiquait même par exemple, souvent les zones par lesquelles il fallait passer pour ne pas tomber en embuscade ou bien ne pas tomber sur des engins explosifs. Parce que c'est ça aussi le risque qu'on craignait vraiment, c'est que ces gens qui se déplacent là ne soient pas pris en partie donc par ces personnes dont je parlais tantôt. Les mesures sécuritaires également par les autorités locales n'ont pas facilité la mise en œuvre de cette activité parce que certains engins, tels que les grosses motos ou les tricycles, étaient interdits de circuler dans ces zones d'accès difficiles. Donc, pour se déplacer, il était assez difficile pour nos agents de venir dans les districts pour pouvoir se faire apprécier le travail qu'ils font sur le terrain. Et la rareté, voire même l'absence de transport en commun pour se rendre dans les districts était aussi un handicap pour la mise en œuvre de cette activité. Qu'à cela ne tienne, on a appris des leçons en tout cas pour cette activité. C'est notamment la résilience des prestataires. Vous imaginez un temps soit peu ces gens qui sont dans les formations sanitaires coupés et même sachant que sur la route, ils peuvent tomber sur les terroristes ou en tout cas tomber sur un engin explosif, mais quand même, ils voulaient venir dans les centres, dans leur district pour non seulement se faire apprécier le travail qu'ils font sur le terrain, mais aussi rester en contact avec leurs premiers responsables et pour leur dire oui, on est résilient et on continuera toujours de travailler pour nos populations aussi qui ont vraiment besoin de nous. Alors, l'autre difficulté également que nous avons reçue, c'est les images. J'ai des difficultés. Les leçons qu'on a apprises également, c'est la qualité des images et des vidéos qui sont postées et que les gens ramènent. Parce que aussi, il faut le dire, lorsque la photo n'est pas de bonne qualité, son appréciation est difficile. Lorsque la vidéo également n'est pas bien faite, bon, il sera difficile de l'apprécier. Donc ça aussi, ça a joué un peu sur certaines décisions prises donc, par les superviseurs contre les supervisés. Diapo. Alors, ici aussi, on s'est dit, on ne le souhaite pas. Il peut arriver que dans certaines zones également, l'accès soit difficile et qu'on veuille mettre en place donc cette supervision délocalisée. Excusez-moi parce que l'image qui est présentée parle du tutorat, mais ici, on parle de supervision délocalisée. Donc, il faut déjà disposer de moyens de déplacement, bien sûr, pour ces acteurs-là. J'entendais, Il faut disposer également de téléphones Android. Bon, c'est vrai que les gens le diront, est-ce que c'est le projet qui va le payer pour déjà? Mais bon, on sait que chaque agent au moins dispose de ce téléphone-là. Mais peut-être c'est essayer de capaciter ces gens-là à prendre de belles photos ou bien également donc de faire de bonnes vidéos. Alors, il faut renseigner régulièrement les outils de collecte de données, comme on l'a dit ici, parce que ça aussi, Mais c'est ça capital va? pour Est-ce qu'on la peut démarrer réussite, la caméra? de cette activité. Il faut respecter les mesures sécuritaires édictées par les autorités locales, il m'a dit de par les passer un truc. autorités, par les autorités locales. Et il faut également faire une bonne planification de cette activité parce que il faut pas, au cours où la situation est vraiment compliquée, dire aux agents de venir pour que vous appréciez leur travail. Donc, rassurez que nous sommes en période d'accalmie pour les permettre de venir pour qu'on puisse apprécier donc le travail qui est fait. Monsieur le modérateur, chers participants, pour la réussite également de cette supervision délocalisée, il faut des agents résilients, vraiment résilients, aimant Ah, leur mama tuum dama population, to loxo ta kama moto tabu tuum na woto très résilients et qui veulent vraiment accompagner leur population pour leur bien-être et accompagner ces gens pour des services de qualité renforcés et également il faut s'adapter à ces situations d'insécurité. Mesdames et messieurs, monsieur le modérateur, nous sommes donc au terme de cette présentation et nous osons croire que ça a pu avoir écho favorable auprès de tous ceux qui nous écoutent et que ces deux approches, comme on l'a dit, pourront, dans des situations d'accès difficiles, pourront être mises en œuvre et nous serons toujours disponibles pour accompagner toute personne qui voudrait bien mettre en œuvre cette pratique. Je vous remercie. Diapo. Diapo. Bon.
Merci, Alors, merci, monsieur. merci. Oui. Donc, si vous permettez, là, c'est une image vraiment. Les autres images, je suis Mm. passé, mais là, on a vraiment une image du tutorat en cours où la tuteur est en face. Le tuteur est en face, la tutrice est en face et en train d'observer le tutoré faire le counseling qui va aboutir, bien sûr, à la pose d'une méthode donnée. Je vous remercie. D'accord, merci, Bognini. Merci à tous ceux qui ont suivi ces deux présentations. Alors, avant de passer aux questions-réponses, nous avons des témoignages qui sont prévus. Donc, au niveau du tutorat clinique, il est prévu le témoignage d'un tuteur et de deux tutorés. La supervision délocalisée, c'est la même chose. Il y aura un superviseur et deux supervisés. Donc, nous allons commencer dans l'ordre par le tutorat clinique. Monsieur Boubacar Nabaloum, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, ici présent. Voilà. Qu'est-ce que le tutorat a apporté dans votre pratique personnelle et professionnelle? Bien, merci au revoir, docteur. Avant que vous ne Merci à tout le monde. répondiez, OK. Monsieur Rabaloum, avant que vous ne répondiez, je vais demander à tous ceux qui n'interviennent pas de fermer leur micro. Merci. Bien. Je suis Ravoloum Boubacar, médecin d'État au CSE de Bana, district sanitaire de Bouroumou. Alors, je vous remercie pour cette opportunité. Pour le tutorat, je dirais que le tutorat m'a apporté beaucoup de choses. Sur le plan personnel, le tutorat m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi-même, de ressentir la confiance que le district PCLV hein, euh, a à ma modeste personne, hein, à l'endroit de ma modeste personne en me choisissant comme tuteur. Ça m'a permis également de ressentir la confiance de mes collaborateurs au sein de ma formation sanitaire. Ça a permis de ressentir la confiance de la tutorée et de ses collaborateurs dans le cadre de tutorat en d'autres formations sanitaires. Et en somme, sur le plan personnel, c'est carrément une satisfaction totale pour ce qui est du tutorat. Sur le plan professionnel, ça m'a permis de toucher du doigt la réalité des formations sanitaires autres que la mienne, de voir les difficultés que rencontrent certaines formations sanitaires, mais aussi la résilience du personnel. Ça m'a permis de renforcer mes compétences et mes connaissances. Ça me donne aussi également, ça m'a permis également de donner et de recevoir de l'expérience avec la Titoré, de découvrir autres paysages. C'était pour moi une sorte de formation continue. Et ce tutorat, pendant ce tutorat, j'ai eu une sortie de sensibilisation dans un lycée avec la tutorée, qui était riche en enseignement. La joie se lisait sur le visage des clientes après chaque prestation, preuve que les soins sont humanisés et c'était motivant. Donc, à l'occasion de ce tutorat, nous avons eu à renforcer nos liens qui existaient et à créer aussi d'autres liens professionnels avec les collègues, ce qui persiste et perdure jusqu'à aujourd'hui. Pour rappel, la semaine passée déjà, j'ai été invité là où j'ai tutoré pour aider à gérer un cas de déchirure de col. Voilà. Et j'ai effectué le déplacement, on a géré ce cas et dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Donc, pendant ce tutoriel également, nous avons eu à découvrir de bonnes pratiques relationnelles, c'est-à-dire entre le ministère de la Santé et puis l'enseignement. On a vu des collègues à qui on accordait 2 heures par trimestre par classe hein, à la responsable maternité pour sensibiliser les élèves sur la santé sexuelle et reproductive, ce qui m'a motivé à reprendre des démarches pour que cela soit aussi possible au niveau de moi, mon CSPS. Donc, dans l'ensemble, nous disons que ici, au district sanitaire de Bourgogne, il n'y a pratiquement plus de référence au CMA pour les cas de soins après avortement et d'insertion du avec l'intervention du PCLV. Les CSPS sont aussi bien équipés en matériel que en médicaments nécessaires pour assurer ces cas. Donc, l'occasion est pour moi de remercier le ministère de la Santé, le staff technique de Pathfinder, le projet PSLV, le district sanitaire de Boromo, le coordonnateur district de PSLV, en l'occurrence M. Kouravo, et mon responsable de formation sanitaire et l'ensemble de mes collègues qui ont rendu cela possible. Merci encore, merci à vous. Merci, Monsieur Raboloum.
Madame Saodogo Aïcha est là. Oui, je suis là. Nous allons vous demander de donner votre appréciation de la pratique du tutorat. D'accord. Bonsoir, docteur, et merci à vous pour la parole. Je réponds au nom de Madame Sawadrone Compaoré Aïcha, sage-femme à la maternité du CM Kapalin dans le district sanitaire de Waïguia. Voilà, mon appréciation concernant le tutorat, elle est bonne, elle est positive, parce que le tutorat m'a permis de renforcer les liens avec mes collègues. Ça m'a permis de renforcer les liens avec les clients et ça m'a permis également de renforcer mes compétences, voilà, et d'améliorer mes compétences également. Voilà. Avant le tutorat, on avait certaines manières de pratiquer qui n'étaient pas du tout adaptées. Et après le tutorat, franchement, tout a été amélioré en matière de prise en charge des soins après avortement, et en matière d'insertion d'implants, d'IU, PP, d'IU, d'intervalle. Vraiment, nous avons amélioré nos techniques. Et nous continuons de nous tutorer entre nous-mêmes. Moi, en tant que tutoré, et entre collègues, on fait notre tutorat en interne. Voilà, parce que les collègues ont trouvé que c'était intéressant. Puisqu'il y a d'autres collègues qui n'ont pas eu la chance d'être tutorés, qui n'ont pas eu la chance d'avoir la formation Pathfinder. Donc, en nous voyant pratiquer et vu les bonnes techniques que nous adoptons, ils ont décidé ensemble de suivre ce que nous faisons. Donc, en tant que tel, nous faisons un tutorat interne entre nos collègues. Voilà, et sur ce point, je voulais vraiment remercier l'ONG Pathfinder à travers le projet Sauver la vie. Je voulais remercier également nos tuteurs. Je voulais remercier Madame Ramata Zale, qui est la responsable Pathfinder de la région du Nord. Et merci à vous également, chers collègues, et bonne suite à tous. Merci, Madame Sawadgo Nekompaoré. Nous allons passer à Pogoroya Rosine. Vous êtes Oui, là? bonsoir. Oui, Vous allez bien? je suis là. Alors, quelle autre Oui, je vais bien. appréciation vous pouvez faire du tutorat? Ok. Moi c'est Pogroya Wenkune Rodine. Je suis AB du CSPS urbain 2 du district de Solenzo. Je vous remercie, monsieur le modérateur, pour la parole. Le tutorat a été une approche très appréciable car il a permis de renforcer la collaboration dans le service, le partage d'expériences entre collègues, l'ambiance conviviale au sein du service et l'ambiance conviviale au sein du service et un rayonnement d'esprit d'équipe. J'arrive à insérer les méthodes contraceptives de longue durée, telles que le DU du postpartum, le DU PP, c'est ça, le DU d'intervalle et la JADEL, toutes seules sans aide. Je prends aussi en charge les cas des soins après avortement et en procédant l'AMU, l'aspiration manuelle intra-utérin et la procédure médicamenteuse à l'aide du misoprostol. En dehors du service, nous nous retrouvons pour des événements sociaux tels que les salutations des naissances, des fêtes, des baptêmes, mariages et des funérailles. Je remercie Pathfinder et voici quelques appréciations que j'ai pu acquérir du tutorat. Je vous remercie. Merci à Rosine.
Alors, nous allons Merci. passer au témoignage sur la supervision délocalisée. Nous allons commencer par Sanou Stanislas. Oui, docteur, oui, je suis là. Voilà, est-ce que vous Vous pouvez me m'entendez? parler de l'approche dans votre région? Ah, d'accord, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Et encore bonsoir à tous et à toutes. Voilà, moi, je suis Sanou Fabien Stanislas, médecin de formation, actuellement responsable de la santé sexuelle et reproductive en service au district sanitaire de Déloulou, région de Bangui, ex-Boukouni. Et il faut dire que ce soir, c'est pour moi un grand honneur de partager avec l'assistance l'expérience du district sanitaire de Débourou sur cette approche innovante qui est la supervision délocalisée. Il faut dire que la situation sécuritaire dans notre district est marquée par un défi croissant, notamment en raison de la présence du terrorisme et des déplacements massifs de la population. Et parallèlement, des organisations comme Pathfinder International travaillent sur la santé de la reproduction, la planification familiale et les violences basées sur le genre dans un contexte où l'accès aux services de santé peut être compromis par l'insécurité. Leur intervention dans notre district, bien qu'affectée par l'insécurité, a permis d'améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive aux populations, en particulier les femmes et les jeunes. Il faut dire que l'organisation s'efforce d'accompagner notre district dans la mise en œuvre de nos activités malgré les contraintes sécuritaires. Notre district aussi a été confronté au cours de ces dernières années à de nombreux défis sécuritaires engendrant une impossibilité pour notre équipe cadre du district là, à se rendre dans certaines zones, voilà, dans certaines formations sanitaires. Mais avec cependant des possibilités et flexibilités de déplacement des prestataires vers le siège du district. L'ONG Pathfinder, en collaboration avec notre équipe cadre district, a continué à nous appuyer, voilà, dans la mise en œuvre de nos différentes activités, à savoir la supervision formative sous la forme de supervision délocalisée, qui est une approche innovante de la supervision. Et il faut savoir que cette supervision, comme le docteur Boyini l'avait su le dire au passage, ça se passe en deux étapes. Voilà. Après l'invitation, la prise de contact et ainsi que la date choisie. Et ça consiste maintenant à effectuer ça en deux étapes. Et la première étape là va constituer à faire quoi? Pour les prestataires, là, c'est de filmer avec un smartphone, effectivement, les aspects à superviser, à savoir les prestations, les tableaux de suivi, les indicateurs et d'autres choses en tant que telles, selon un canevas donné, et à apporter les séquences filmées au siège du district accompagnées de certains outils bien définis. Et après cela, c'est la seconde étape, savoir de venir au sein même du district sanitaire, à savoir se passer en salle, à des bureaux, en présence même des superviseurs et des supervisés. Et sur la base maintenant de ces séquences de films, des images et des outils apportés, des questions de clarification sont posées aux besoins par les superviseurs, voilà, pour mieux comprendre certains aspects. Puis des recommandations sont formulées. Les supervisés, à leur retour aussi dans leur formation sanitaire, là, voilà, ont l'obligation d'organiser une réunion de restitution avec l'ensemble des personnels de la formation sanitaire. Il faut noter que cette approche innovante a permis d'apprécier le travail des agents des formations sanitaires d'accès difficile et de faire aussi des feedbacks pour l'amélioration de la qualité des soins dans un contexte d'insécurité. Les différents acteurs ont manifesté leur satisfaction pour cette pratique simple, innovante, mais efficace pour le suivi des prestataires et de leur activité pour le bien-être de leur communauté, de la population et du pays. Et, monsieur le modérateur, pour terminer, je tenais à remercier tous les acteurs du ministère de la Santé, de l'ONG ici au pays même, et le Royaume des Pays-Bas pour ces années d'accompagnement et de soutien au grand bonheur des populations de Bangui et celui du pays. Mais
Je ne vais pas terminer en oubliant mon assistant district qui n'a ménagé aucun effort pour la bonne collaboration avec les acteurs du district. Je lui dis un grand merci. Et encore grandement merci à tous, merci à toutes. Monsieur le modérateur, CNS, merci beaucoup. Merci, Monsieur Sanou. Monsieur Sankara. Sankara est là. Veuillez ouvrir votre Oui, je micro. suis là. Voilà, merci beaucoup. Quelle appréciation pouvez-vous faire de cette stratégie de supervision délocalisée puisque vous en avez été bénéficiaire? Merci bien pour la parole. Je suis Sankara Abdul Karim, infirmier au CSPS de Konya dans le district sanitaire de Kaya. En rapport avec la supervision délocalisée, il faut dire que cette stratégie est vraiment salutaire car elle nous permet de rester en contact avec le district malgré les conditions difficiles de travail liées à l'insécurité. Lors de cette supervision délocalisée, nos différents outils de collecte sont passés à la loupe, sanctionnés parfois par des vidéos de certaines pratiques. Et à travers ces résultats, je veux dire les résultats ici de la supervision délocalisée, des conseils et recommandations sont formulés dans le but d'améliorer le bien-être de la population. Également, à travers cette supervision délocalisée, nous nous rendons compte que la hiérarchie se soucie de nous. Nous tenons à remercier vraiment Pathfinder pour cette initiative simple et efficace. Merci encore, que Dieu vous accompagne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sankara. Koulibaly Safiatou. Oui, Merci, je suis là. vous êtes d'accord. Quelle amélioration avez-vous constatée dans votre CSPS après ces séances de supervision délocalisée? Et merci, monsieur le modérateur, pour la parole et la considération. Bonsoir à tous et à tous. Je me nomme Koulibaly Safiatou, sage-femme au district sanitaire de Nouna, et précisément au CSPS de Gouni, à 25 km. Bon, en ce qui concerne cette approche délocalisée, bon, pour ne pas entraver le service et pour l'amélioration de la santé de la reproduction, cette approche délocalisée était vraiment la bienvenue et elle est salutaire puisqu'elle nous a galvanisés à surmonter la peur qui règne autour de nous à cause de l'insécurité, afin que nous puissions nous rendre au district sanitaire avec tous les défis possibles pour rendre une réalité de cette supervision délocalisée. Au retour, nous devrons briefer nos collaborateurs qui n'ont pas bénéficié de cette supervision. Et à l'issue de cette supervision, ça nous a vraiment permis de mettre en pratique les recommandations qui ont été prises au cours des séances passées. Ça nous a permis de prendre soin de nos locaux, de renforcer la prévention des infections, de disponibiliser les intrants afin que toute cliente qui voudrait adopter une méthode contraceptive à n'importe quel moment de la journée puisse en bénéficier. Voilà, ça nous a permis aussi de suivre, de renforcer le remplissage des outils physiques comme électroniques. Et ça nous a permis aussi de bien suivre les indicateurs sur le tableau. Et nous offrons des services de qualité à la population. Voilà, et cette supervision a vraiment permis de renforcer nos compétences et nous offrons des services de qualité à la population qui est d'ailleurs satisfaite. Je voulais remercier ce projet Pathfinder avec tous ses acteurs et remercier particulièrement notre assistant district qui est toujours là, il est toujours présent pour nous en cas de difficulté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Koulibaly. Alors, mesdames et messieurs, nous avons suivi avec attention les deux présentations faites par notre gynécologue qui accompagne Pathfinder. Nous avons également suivi les témoignages donc, qui montrent que ça produit des résultats.
nous allons ouvrir donc la plage des échanges. Alors, Zotiende, vous êtes là? Oui, docteur Dajori, je suis là. Voilà, donc pour prendre, je crois qu'on va ouvrir une liste, ou bien les gens Alors, lèvent si vous la main et puis, oui, allez-y. si vous permettez, il y a déjà des questions qui ont été mises dans le chat. Donc, je peux peut-être les lire rapidement, les principales questions qui ressortent. Alors, je pense que la première question qui a été posée par Nana Aïchatou, elle cherche à savoir est-ce qu'il y a eu une analyse genre bien menée pour permettre des interventions plus efficaces et équitables. Ça, c'est la première question de Nana Aïchatou. Elle a une deuxième question. Donc, elle demande à savoir est-ce qu'il y a une différence entre une supervision formative et puis un coaching? Et ensuite, on a une troisième question de Woro qui demande à savoir est-ce que c'est le district de Nouna seul qui a bénéficié de cette intervention dans la région de la Boukou du Moun et accessoirement comment le suivi post-supervision a été organisé. Donc ça, c'est les deux questions de Woro. Et une dernière question de M. Haruna Zakou qui demande à savoir dans quelle mesure ces deux approches-là ont contribué à augmenter l'utilisation des services. Donc, voici un peu l'économie des différentes questions qui ont été posées dans le chat par les participants, monsieur le modérateur. OK, merci beaucoup. Je vais juste donner quelques éléments de réponse et pour les intervenants peuvent compléter, notamment le genre. Il faut dire qu'au niveau du Burkina, dans toutes nos interventions, le genre est intégré. Mais comme vous le savez, il y a un décalage dans certaines professions. Quand vous prenez la profession sage-femme, c'est essentiellement des femmes, c'est vrai, mais nous avons aussi des hommes, des mâles qui sont à l'intérieur, mais c'est beaucoup plus de femmes. Quand on prend les médecins, il y a plus d'hommes que de femmes, mais de plus en plus, on a des femmes médecins qui émergent. Sur le terrain, le genre est intégré, donc on ne fait pas il n'y a pas de favoritisme en fonction de l'âge, du sexe et autres. Voilà. Bon, coaching, supervision formative, je pense que ça dépend des pays, puisque chaque pays élabore ses politiques et normes et donc donne un contenu aux différentes expressions qui sont utilisées. Donc, au niveau du Burkina, la formation et la supervision du moins s'adressent prioritairement à des prestataires. Alors que le coaching, selon nos politiques, normes et protocoles, c'est un accompagnement qui concerne des personnes, pas forcément une seule personne, ou des équipes à faire émerger leur potentiel et augmenter leurs compétences. Donc, voici la définition qui a été retenue au niveau du Burkina. Nous avons aussi le compagnonnage, où on envisage, puisque lorsqu'une femme vient en consultation ou lorsqu'elle vient surtout pour les accouchements, pour un accouchement, alors on demande à ce qu'elle ait son accompagnant de choix. Voilà. Donc, elle choisit la personne qui va l'accompagner, qui sera avec elle dans la salle d'accouchement. Et donc, pour que cette femme puisse jouer son rôle, il est prévu qu'on l'encadre, qu'on l'oriente juste avant qu'elle ne rentre dans la salle d'accouchement. Donc, c'est des termes qui sont définis selon chaque pays. Et bon, en fonction des pays, la définition peut varier. Donc, voici ce que j'avais à dire. Je laisse Bonini et tous ceux qui ont témoigné
compléter. Ok, Merci. merci, docteur Dayouari, déjà pour ces éléments de réponse, en tout cas très justes. Peut-être ce que j'allais ajouter à ce que docteur Dayouari a dit par rapport à la question sur l'analyse, déjà même avec le projet PSLV, il y a eu ce qu'on appelle une analyse genre même pour tout le projet. Et toute activité qu'on met en œuvre, donc, respecte en tout cas le genre, que ce soit des activités de formation, des activités, en tout cas pour tout ce qui se fait sur le terrain, le genre est pris en compte. Et aussi, il faut noter que même Pathfinder, même de façon globale en tout cas, ne fait même pas une activité sans intégrer le genre à l'intérieur. La question de Oro sur Nouna Seul, je dirais non. Dans la boucle du Mohon, il y a trois districts qui ont été concernés, pas même pas trois. Il y a le district de Dédougou, le district de Solenzo, Nouna, Thomas et peut-être Tougan qui étaient concernés. Donc, il faut dire, sauf Boromo, peut-être qui n'était pas concerné dans la zone de la boucle du Mohon. Sinon, la plupart de ces districts qui ont été confrontés à des situations ont bénéficié de cette supervision délocalisée. Maintenant, comment se fait le suivi? Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est l'accompagnement de Pathfinder et tout, mais comme on le dit, hein, c'est le district qui est au devant et nous, on ne fait juste que l'assistance technique. On ne se met pas devant eux pour pouvoir faire le travail à leur place. C'est eux qui organisent et bien sûr, il y a un suivi vraiment régulier qui est fait auprès de ces acteurs pour voir dans quelle mesure ils arrivent à mettre en œuvre donc les actions qui ont été entreprises au cours de ces supervisions. Alors, la dernière question, c'est Zakou, depuis le Niger, je crois bien. En tout cas, merci déjà pour votre participation à notre webinaire, qui dénote en tout cas que vous accordez beaucoup d'importance à ce qu'on fait sur le terrain. Vraiment, merci pour ça. Alors, comment ces deux approches ont pu améliorer, bien sûr, nos indicateurs? J'allais dire, vraiment, c'est peut-être parce que c'est juste le processus qu'on a montré ici. On n'est vraiment pas rentré dans les détails pour puiser quel est l'apport de chaque approche. Mais déjà, ce que je vais dire dans la pratique même déjà de la PF et des soins après avortement, beaucoup d'acteurs ont été capacités et la dotation en matériel les a permis de ne pas référer de patients. Déjà, il y a un témoignage qui a été, excusez-moi, il y a un témoignage qui a été fait montrant que, en tout cas, avant, les gars n'arrivaient pas à prendre en charge donc des cas. Et actuellement, lorsqu'un cas d'avortement incomplet arrive dans une formation sanitaire où il y a un tuteur ou le tutoré, il est immédiatement pris en charge. Donc, ça réduit la morbidité donc de ces pathologies et également décharge donc les serments pour le nombre de patients qui arrivent et ça les permet de s'occuper vraies urgences. Également, en termes même d'offres de soins en PF, quand on regarde nos indicateurs, par exemple, les formations sanitaires qui ont bénéficié également du tutorat, ils ne peuvent pas dire que dans les formations, on n'offre pas une méthode donnée. Donc, à tout moment, lorsque les clients arrivent dans la formation sanitaire, il y a au moins quelqu'un qui est capable de leur offrir la méthode dont ils ont besoin. Ça, c'est vraiment déjà des aspects qualitatifs qu'on peut apprécier. Mais aussi, quand on prend de façon quantitative également, bon, les chiffres sont très parleurs. Peut-être que on peut aussi partager les éléments de nos rapports qu'on arrive à fournir vraiment, même avec cette pratique. On ne va pas dire que c'est la seule pratique, mais accompagné avec les autres, on arrive même à dépasser un peu le seuil du pays dans les zones où nous sommes déjà. Donc pour nous, la le partage ou bien la mise à l'échelle même de cette approche sera vraiment capitale pour l'atteinte donc des objectifs de développement. Alors pour ce qui est de l'approche de supervision délocalisée également, bon, comme on l'a dit, hein, ça renforce toujours le lien entre les acteurs et puis les districts. Ça leur donne également
les permet d'améliorer les compétences qu'ils ont parce que quand tu viens et on te dit, bon, il fallait faire ci, il fallait faire ça, surtout dans la notification des cas, ça c'est très important parce que les gens font le travail, ils se disent, bon, comme c'est dans l'institut, je vais faire ça, ça, et puis parti. Donc, bon, ils n'arrivent pas à remplir les outils comme il se doit. Donc, ça, on perd des données lorsque les outils ne sont pas bien rentrés et renseignés. Et également, on a disponibilisé donc un tableau de bord dans chaque formation sanitaire. Le renseignement de ce tableau de bord nous permet également de voir quel est le niveau d'atteinte des indicateurs de la formation sanitaire. Et les gens arrivent à corriger rapidement et faire plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, c'est ce que je peux dire donc par rapport à ces questions. Je ne sais pas si en tout cas les autres membres de l'équipe ou nos témoins qui sont donc en ligne veulent apporter quelques éléments en plus. Merci, monsieur le modérateur. Et merci, Bonyini. Les autres, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter et qui ont fait le témoignage? D'accord. OK, on peut poursuivre les échanges. Ceux qui n'ont pas écrit dans le chat et qui veulent parler directement, je tiendrai à prendre les noms. Ok, je vois il y a M. Soali qui a la main levée. Monsieur Soali qui a la main levée. OK, on peut lui donner directement la parole en attendant que les autres Se réfléchissent. prononce. D'accord. Donc, Monsieur Soali, vous avez la parole. Si vous parlez, on ne vous entend pas, hein. Ah, attendez. Ok. Allez-y voir. Normalement, ça doit passer maintenant. Oui, maintenant c'est bon. 5 sur 5. 5 sur 5. En fait, une partie de l'équipe de partenaires du webinaire dans une salle de travail, dans des réseaux locaux. Donc, c'est un participant des réseaux locaux qui dit pour poser une question. Et alors, bonjour. C'est Madame Kankomo Boulissa de l'Association burkinabé des sages-femmes. Merci bien à Dr. Boulini pour la présentation. Et ma question, c'est sur le document. Là, il a présenté, il a parlé qu'il faut signer un document entre le tuteur, le tutoré et puis un représentant du district. Alors, ma question, ce document, c'est un document légal et quel est le but de ce document? Est-ce que si on ne le signe pas, on ne peut pas mener les séances de tutorat ou bien comment ça se passe? Merci bien. Vous avez entendu, j'espère. Oui, on a bien entendu. Elle a posé une question sur l'entente tutorale. OK. Bon, peut-être que s'il n'y a plus d'autres mains, Bonini va expliquer en quoi ça consiste. Ok, merci à Boulkissa pour sa question, en tout cas très pertinente. Merci déjà aux sages-femmes d'être connectés et écouter donc cela parce que bon, vous êtes des acteurs principaux donc de la PF et également des soins après avortement dans les. Merci déjà à vous pour votre participation. Alors, l'entente tutorale, comme on l'a dit, c'est pas un document légal qui va empêcher qui de faire quoi que ce soit, mais c'est déjà de se fixer des bases sur lesquelles on va travailler.
Parce qu'à l'intérieur, on va fixer le nombre de séances qu'on va faire et pendant combien de temps la personne veut qu'on s'accompagne. Et chacun signe, c'est un document de travail et peut-être d'appréciation de ce que nous voulons faire. Sinon, ça nous empêche pas, en tout cas non seulement ça nous empêche pas de faire le tutorat et ce n'est pas un document auquel on va dire, bon, si tu n'as pas fait, tu ne seras pas payé ou bien tu n'auras pas quoi que ce soit. C'est vraiment un document de base pour faire le travail. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas par rapport à ça. Mais je pense aussi que le modérateur, Dr. Dayouare, ils ont une bonne expérience aussi dans ça parce que je pense que même dans le mentorat classique également, il y a une entente mentorale qui est signée entre les différents acteurs pour l'accompagnement pour cet aspect. Donc, s'il a peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ça, ça serait la bienvenue. Merci. Ok, merci. Je pense que Dr. Bounini a tout dit, puisque c'est juste un document qui donne les grandes lignes sur lesquelles, à partir desquelles on va travailler. Parce que s'il n'y a pas de document, on ne peut pas travailler sans base. Donc, c'est ce document. Vous allez faire telle chose, même les débuts de mentorat ou de tutorat, les heures de fin, FIN, euh, tout est dans l'entente tutorale. Et les thématiques sur lesquelles vont porter le tutorat, par exemple, si c'est PF, ça va être PF. Si la personne a peut-être des insuffisances en AMU, ça va être AMU, ainsi de suite. Et c'est une forme de motivation. Donc, chacun s'engage hein, à respecter cette entente mentorale ou tutorale. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a un autre droit? Oui, il y a Nana Achiatou qui demande à prendre la parole également. OK, elle a la parole. Peut-être que son micro n'est pas ouvert. Son micro n'est pas ouvert. Ce micro. Je ne sais pas si vous nous attendez, Madame Nana. Il faut Ou bien peut-être elle s'est l'activer déplacée le. entre-temps. Bon, en tout cas, la main est levée. Peut-être qu'il faut qu'elle active le micro. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ou bien c'est une erreur de manipulation. En tout cas, elle peut activer. Ah, problème de connexion. Ah, OK. Elle vient de laisser un message dans le chat pour signaler qu'ils ont un problème d'Internet au Niger. D'accord. Mais je pense que si ça ne passe pas, vous pourrez quand même laisser votre intervention dans le chat. On fera le plaisir de relayer ça au panélistes du jour. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? RAS, pas d'autres intervenants. Depuis Kigali, il y avait des gens qui posaient des questions dans le chat. Est-ce qu'ils sont toujours connectés? Il y a un deuxième mec qui est là, au niveau de l'équipe de Kiswale. Mhm. OK, on peut peut-être leur donner la parole s'ils OK. sont connectés. La parole à nous. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allô? Oui. On vous reçoit difficilement. Donc, on entend un écho, mais on n'entend pas de voix. On n'entend pas. Il était un peu loin du micro et il est en train de s'approcher. OK, merci.
Allô? Vous nous entendez maintenant? Oui, Oui. parfaitement. Je disais, lors de votre intervention, vous avez parlé du taux d'échec par rapport au tutorat. Maintenant, je me demande, est-ce que le fait, par exemple, de déplacer un tutoré d'un CSPS ou bien d'un district donné qui n'a pas les mêmes conditions que là où elle est destinée pour aller faire du tutorage, est-ce que ça ne peut pas biaiser sur les résultats du tutoré? Merci. OK, je pense qu'il parle plutôt de la supervision délocalisée. Bognini? Pas de tutorat. En fait, un tutoré qui est un tutoré qui est basé sur X ou une formation de Y, s'ils n'ont pas les mêmes conditions de travail, est-ce que ça ne viendra pas le tutorat dans la formation sanitaire là où il a mené le tutorat auprès des tutorés? C'est la question. Ok, merci à Parfait pour cette question. Et bon, j'ai même pas attendu que le modérateur me donne la parole, mais bon, je Ah, peux ça aller, marche. monsieur le Non, modérateur. oui, Ok, vas-y, ça va. d'accord. Non, comme on l'a dit, hein, dans les résultats qu'on a présentés, c'est vraiment pas, les cas d'échec sont très, très, très rares. Mais bon, on ne parlera pas d'échec. Au fait, c'est des gens qui souvent n'arrivent pas à travailler correctement avec les tuteurs, parce que quoi qu'on dise toujours, il y a toujours ces petites disputes ou bien souvent, en tout cas, bon, les gens n'arrivent pas aussi à se mettre d'accord sur certaines pratiques. Ça, il faut le reconnaître. Et ça arrive donc dans ces cas-ci que, bon, les gens n'arrivent pas à s'accompagner comme il se doit. Et comme on l'a dit, si après, par exemple, 6 mois, par exemple, de pratique et que la personne ne maîtrise toujours pas, par exemple, une insertion du bon, c'est qu'il y a quand même un problème et on peut, soit avec le superviseur district, qui peut lui-même venir accompagner cette personne, ou bien on peut décider du CSPS voisin. Comme on l'a fait ici chez nous avec le PSLV, la plupart des CSPS qu'on a pris en tout cas, on peut toujours trouver quelqu'un pour accompagner ce dernier. Donc on peut euh, accompagner cette personne-là à travers un autre tuteur ou une tutrice d'une autre formation sanitaire. Mais bon, dire que c'est l'échec, bon, on a peut-être lié ça au fait que les gens n'arrivent pas à s'entendre toujours malgré toutes ces conditions mises à leur disposition. Sinon, bon, pour dire vrai, tout ce qu'on a fait jusque-là, en tout cas, on n'a pas reçu de cas de gens qui ont fait 6 mois sans pouvoir être au top pour la pratique donnée. Merci. Merci. Est-ce que celui qui a posé la question est satisfait? OK, merci. On continue avec les échanges. S'il y a toujours des questions. Euh, Pas de questions additionnelles. Je pense qu'il y a une petite question qui vient d'arriver et qui demande qui peut être tuteur et quels peuvent être les outils de travail du tuteur. Donc, ça, c'est une question de Monsieur Justin. Voilà. OK, Donc, je répète la question. Et qui peut être tuteur et quels peuvent être ses outils de travail? OK. Je pense que Bonini l'avait déjà dit, mais c'est bon de reprendre parce que comme c'était au début, surtout si la personne n'a pas suivi le début, c'est pas évident. D'accord. Merci, monsieur le modérateur. Effectivement, au cours du projet et également de la mise en œuvre de cette approche, on a quand même décrit certains critères de qui peut être tuteur et qui peut être tutoré. Alors, pour être tuteur, déjà, comme on l'a dit, il faut être même dans la formation sanitaire. La formation sanitaire où exerce également le tutoré. Il faut être soit un médecin, une sage-femme, un ASSO, comme on aime le dire, c'est les ingénieurs ou les attachés en soins obstétricaux et gynécologiques. Tu peux être infirmier
ou accoucheuse brevetée, mais néanmoins, il faut travailler dans les services de maternité parce que les thématiques qu'on a vues, c'est la PF et puis les soins d'avortement. Si tu ne pratiques pas là-bas, déjà, bon, c'est pas bon parce que ton expérience ne te permet pas d'accompagner quelqu'un. Donc, il faut déjà être dans cette pratique-là. Et ce que nous, on va juste ajouter, c'est des aspects d'andragogie au cours de la formation des tuteurs. Donc, non seulement il faut être tout ce que j'ai cité, mais aussi il faut avoir validé un certain nombre d'étapes au cours de la formation des formateurs. Non seulement de côté technique également, il faut valider, il y a les connaissances théoriques qu'il faut valider, mais l'élément capital surtout, c'est l'andragogie. Parce que là-bas, on insiste, c'est l'andragogie. Comment transmettre des connaissances à quelqu'un? Comment se comporter en tant que tuteur ou formateur auprès donc de ces autres prestataires. Donc ça, c'est vraiment déjà des aspects qu'on prend en compte pour pouvoir prendre qui peut être tuteur. Bon, le tuteur, c'est toute autre personne qui travaille aussi dans la maternité et qui a besoin d'être capacité sur une pratique donnée. Le pan de la question, c'était les outils. Alors, les outils de travail du tuteur, bon, on va dire que c'est les mêmes outils qu'ils utilisent. En fonction de la, de la procédure demandée, on a les modèles anatomiques. Donc, on a le bras Rita qu'on utilise donc pour l'implant. On a donc Sister U, Maman U. On a également Zoé, donc tous ces mannequins sont déjà disponibles pour pouvoir s'accompagner. On a également le matériel, toutes les boîtes pour chaque procédure également ont été données aux différents acteurs. Et maintenant, l'élément peut-être de suivi, c'est la grille de supervision qu'on a digitalisée à travers Kobo. Donc voilà un peu les outils essentiels du travail. Vous voyez que c'est léger, il n'y a pas grand-chose, et puis bon, ça nous permet d'être efficaces. Merci. Merci beaucoup. Je tiendais, est-ce qu'il y a une autre main levée? Non, nous n'avons plus de questions. D'accord. Il n'y a pas de questions. On va tendre vers la fin. Juste une petite synthèse de ce qui a été fait. On a d'abord vu le tutorat clinique où sont mis ensemble un tuteur et un tutoré ou une tutorée. Voilà, donc c'est des gens qui sont dans la même formation sanitaire. Il faut dire qu'il y a un test de compétences qui est fait au départ. Ensuite, les domaines qui ont été identifiés, c'est essentiellement la planification familiale, les soins après avortement et l'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi. Donc, je rappelle qu'au Burkina, on ne parle pas de soins d'avortement, de soins complets d'avortement, mais d'interruption sécurisée de la grossesse selon la loi. Voilà. Et l'idéal est d'atteindre 100% au test, mais entre 90 et 99%, c'est aussi une bonne compétence, mais qui nécessite d'être renforcée. Et inférieur à 90%, il faut essayer de reprendre pour améliorer les compétences de la personne. Et on a vu les indicateurs. Voilà, dans cette zone, on a une bonne amélioration des indicateurs. Donc, le tutorat clinique, c'est une intervention innovante qui donne des résultats. Pour la supervision délocalisée, alors, on déplace les supervisés vers les superviseurs et on utilise dans cette approche une grille de supervision. Il y a aussi des photos, des vidéos. Alors, on regarde, on analyse, on fait des corrections, on fait des recommandations. Et le score de performance est fixé à 75%. Et vous avez vu également que ça donne une approche innovante qui donne des résultats. Et les témoignages viennent confirmer également la satisfaction sur le plan qualitatif de ces deux approches-là. Donc, mesdames et messieurs, merci à tous. Merci pour l'attention. Merci pour d'avoir suivi. Nous restons toujours disponibles. S'il y a des gens qui ont des questions après ce webinaire, on est prêt à répondre.
Merci beaucoup. Zotiande, vous avez la parole. Ok, merci, cher modérateur, pour la parole. Alors, avant de peut-être conclure de façon officielle, j'ai vu des messages dans le chat qui demandaient les supports de communication. Donc, soyez rassurés, cet événement est enregistré, donc il y aura même un lien YouTube sur lequel vous pourrez aller après télécharger ou suivre la vidéo. Donc, il y aura également un espace où on va charger les présentations pour permettre aux acteurs de pouvoir accéder à cela. Alors, avant de conclure, et Pathfinder encore, Burkina Faso, encore une bonne nouvelle pour les participants et pour les acteurs du monde de la santé, de façon globale, les acteurs du plaidoyer, les acteurs également de la santé communautaire. Donc, on a notre prochain événement qui va bientôt se dérouler le 28 août, donc notre deuxième webinaire. Droit en santé sexuelle et reproductive. Donc, Pathfinder souhaite quand même partager un exemple concret de création d'un environnement habilitant local et communautaire favorable au Burkina Faso à travers une multitude de partenaires qui ont accompagné un certain nombre d'interventions. Donc, dans les jours à venir, incessamment, vous allez recevoir les différents liens d'invitation pour vous demander de vous inscrire pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous allez recevoir les liens, à vous inscrire et n'hésitez surtout pas aussi à partager dans les différents réseaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Facebook et que ce soit sur WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à partager avec tous les acteurs terrain pour les inviter à s'inscrire. Donc, et pouvoir participer à cette session d'apprentissage. Alors, donc, pour conclure, je dirais au nom du directeur pays de Pathfinder, pour remercier chaleureusement l'ensemble des participants pour leur présence et leurs contributions actives. On a remarqué qu'on était autour d'une pique de 60 participants qui ont été connectés autour de ce webinaire. Et sachant que pour certaines identités qui sont connectées, il y a environ une dizaine de personnes derrière, donc on peut dire que quand même, on a autour de 80, en tout cas, de personnes qui étaient connectées autour de ce webinaire-là. Donc, nous voulons vous remercier chaleureusement de votre présence et de votre contribution. Donc, c'est l'occasion également pour Pathfinder Burkina de remercier sincèrement le ministère de la Santé à travers tous ces compartiments. Et nous n'oublions pas, bien sûr, l'ambassade des Pays-Bas qui nous, à travers son appui constant, qui nous permet d'accompagner de façon beaucoup plus ardue le système de santé burkinabé. Et c'est l'occasion également de témoigner de nos remerciements à nos associations nationales partenaires pour leur engagement terrain sur la mise en œuvre des activités. Et je ne voudrais pas oublier l'équipe globale de Pathfinder, donc Ilianda, Saba, Lorraine, qui ont facilité les aspects opérationnels à travers la plateforme pour nous permettre d'assurer sereinement, en tout cas, ce webinaire. Donc, comme vous l'avez constaté, hein, donc ce webinaire a montré qu'une fois de plus, que c'est ensemble, institutions, partenaires techniques, communautés, que nous pourrons faire avancer durablement les questions de santé, les questions de droit et les questions de résilience. Ça, c'est un mot qui m'a marqué à l'issue des présentations du docteur Bouyini. Alors, donc sur ce, merci à tous et à toutes et à très bientôt et pour la suite des événements en lien avec le partage d'expériences, de bonnes pratiques que Pathfinder souhaite partager à l'ensemble du monde. Merci et à très bientôt à vous.